Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France comme tous les jeudis avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, Cécile et vous? Écoutez très bien, au sommaire de cette émission, plein de belles choses. La Simplici S1, c'est une voiture sans permis, 100% électrique, design et bien équipée, proposée dès 150 € par mois, ce qui n'est pas très cher. Une alternative au scooter, pensée pour tous les âges. On va en parler avec notre invité dans un instant. Yoni Dayan est avec nous, fondateur de Simplicity Car. Vous aimez le vélo avec Xavier Warnier, fondateur des ateliers Heritage Bikes. Place à une nouvelle génération de vélos électriques sans chaîne, sans vitesse, avec un pédalage fluide et intelligent grâce à un algorithme made in France. Et puis les 2 chevaux, un projet né avant la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion de Michelin, qui était alors propriétaire de Citroën, qui voulait créer une voiture populaire. Conçue en 1939, elle sera lancée en 49. On en parlera avec Stéphane Huimez, qui est avec nous, sera avec nous dans quelques instants, directeur général de 2 chevaux Méhari Club Cassis. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et voici le tour d'actu de cette semaine avec François-Louis Bourneau. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation qu'on aime beaucoup à la rédaction. Et le gouvernement ordonne l'immobilisation de 800 000 véhicules équipés d'airbags Takata. Bonsoir Philippe, c'est une nouvelle qui tombe toujours mal, mais encore plus mal avant la période estivale. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a décidé mardi d'étendre le rappel des véhicules équipés d'airbags jugés dangereux. Une mesure drastique qui porte à 1,7 million le nombre de voitures visées par une interdiction de circuler dite Stop Drive. L'annonce fait suite à l'accident survenu le 11 juin dernier à Reims, lors duquel une femme a été tuée par l'explosion de son airbag. Mais alors, comment savoir si son véhicule est visé par ce dysfonctionnement? On écoute ensemble la réponse d'Yves Cara, porte-parole et chargé de communication de Mobilité Club France, qui était ce matin l'invité de la matinale de Benjamin Glaise. Il y a plus de 30 marques, plus de 200 types de véhicules qui ont tous été construits entre 1998 et 2019. Donc vous imaginez les dizaines et les dizaines de millions de véhicules même qui ont été concernés. On parle beaucoup du passé, qu'est-ce qui s'est fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait, est-ce qu'ils n'ont pas tout changé. Maintenant, je crois qu'il faut regarder l'avenir, effectivement, comme vous le dites, savoir si votre véhicule est concerné ou pas. Vous appelez la marque de votre véhicule, au pire, vous appelez, enfin au pire ou au mieux, le concessionnaire le plus proche et vous leur demandez si votre véhicule est concerné. Vous aurez rapidement la réponse. Voilà, vous l'avez entendu, donc si votre véhicule est concerné, prenez au plus vite un rendez-vous dans votre concession afin de connaître les délais de remplacement de vos airbags. Allez, coup de boost pour les voitures électriques dont les ventes repartent un peu à la hausse en Europe. Alors restons modestes, même si oui, je vous l'accorde, les ventes d'électriques ont augmenté de 26% en mai, soit plus 1,3%. Et ça va surtout mieux du côté de Tesla, où les ventes du modèle Y ont enfin arrêté de dégringoler. Avec plus de 10 000 exemplaires écoulés, le SUV américain devance le Skoda Elroq, livré à près de 9 000 exemplaires en mai. Et puis du côté allemand, la Volkswagen ID.7 devient la berline familiale la plus vendue du marché européen, devant tous les modèles thermiques. Et à noter en dernière information que les ventes de voitures hybrides rechargeables ont aussi bondi de 17,9% sur les 5 premiers mois de l'année 2025 en Europe. Et l'état des routes a sérieusement de quoi inquiéter dans certaines régions. C'est le dernier rapport que vient de publier la Cour des comptes. Et j'ai d'ailleurs un petit jeu pour vous. Selon vous, où trouve-t-on les pires routes de France? Pire route de France, c'est dur comme question. Les plus dégradées, c'est en Île-de-France. C'est en Île-de-France. Ah oui, c'est en bas de chez moi, vous avez raison. Emprunté par 4 millions d'usagers par jour, les 621 km de routes franciliennes sont dans un état préoccupant, fragilisé par des années de sous-investissement et des travaux à la traîne. Le bitume francilien a besoin d'un sacré coup de neuf. Certains ouvrages anciens, parfois mal entretenus, exposent les usagers à des risques majeurs. En 2024, une partie de l'autoroute A13 avait dû être fermée en urgence pendant plusieurs semaines après une fragilisation de la chaussée. Merci beaucoup en tout cas Pierre-Louis Bourneau pour ces informations. Allez, le 0... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Pierre-Louis, c'est François-Louis. J'ai dit Pierre-Louis, François-Louis, voilà. Pardon, excusez-moi, Bourneau. Vous restez avec nous, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Marie-Lise Hélène qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez acheté une voiture DS3 chez un professionnel de vente de voitures d'occasion pour votre fils. Et là, c'était la cata. Oui, ça a été la cata et ça a été même la douche froide parce que le concessionnaire ne nous a pas informé que les airbags étaient défectueux, déjà dans un premier temps, donc je pense que c'est un défaut de conseil. Et c'est surtout que mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai reçu le courrier en recommandé avec accusé de réception de la part du constructeur m'expliquant qu'il fallait cesser immédiatement de conduire pour des risques de blessures graves, voire mortelles.
Et je trouve que c'est absolument déplorable de faire prendre des risques à mon fils, mais pas que, parce que nous sommes effectivement plusieurs milliers de conducteurs dans cette triste situation des airbags défectueux Takata. Et moi, je ne pouvais pas me permettre de faire prendre des risques à mon fils qui est parti vivre en région PACA, donc dans une région chaude et humide, et qui étaient donc des risques supplémentaires pour l'explosion des airbags qui, je vous le rappelle, projettent des pièces métalliques à plus de 300 km/h. Oui. Donc oui, effectivement, ça a été une douche froide quand j'ai reçu ce fameux courrier. Merci en tout cas pour votre témoignage, Marie-Lise Hélène. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de cette jolie petite voiture. Elle s'appelle la Simplici S1, cette petite voiture sans permis. On va en parler avec son fondateur dans quelques instants. Yoni Daillon sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h avec Philippe David, bien entendu. On va vous parler de cette petite voiture. Elle est chou. Vous savez qu'aujourd'hui, plus vous habitez en ville, plus vous vous dites, dites donc, ça serait bien d'avoir une petite voiture pour me faufiler. Et elle s'appelle la Simplici S1, c'est une voiture sans permis. On va en parler avec Yoni Daillon qui est avec nous, fondateur de Simplici Car. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Alors d'abord, j'ai envie de revenir sur l'histoire, en tout cas votre histoire à vous de Simplici Car. Ça démarre en 2011 et c'est une très jolie histoire. C'est pour ça que très inspirante. C'est pour ça que je vous pose cette question. Racontez-nous cette histoire. En 2011, j'ai l'idée de faciliter la vente entre particuliers. On sait que c'est contraignant, ça peut être aussi dangereux, on ne sait pas à qui on a affaire, il y a des paiements qui sont frauduleux. Donc toutes ces choses-là font que la vente automobile devient de plus en plus compliquée entre particuliers. Et l'idée, c'est d'apporter une solution pour les particuliers rassurante et surtout les accompagner dans cette vente-là qui est fastidieuse. Donc je commence avec un petit local qui fait 30 mètres carrés à Nation, pas très loin, dans le 11e, à côté de la boutique de mon papa qui faisait du prêt-à-porter. Et lui, il avait un problème, c'était le stock, parce qu'il était déstockeur, donc il avait beaucoup de stock. Et moi, je me suis dit, je veux pas faire un métier de stock, et je veux faire un métier de passion. Le fait de vendre les véhicules des particuliers, j'avais pas de stock, puisque les voitures restaient chez les particuliers. Je vivais de ma passion, et j'avais apporté une solution pour les particuliers qui avaient du mal à vendre leur voiture. Mais en clair, vous avez un peu adapté le métier d'agent immobilier à l'automobile, c'est ça? C'est exactement ça. Sauf qu'on passe pas chez le notaire. C'est la seule chose, on passe pas chez le notaire, mais c'est vrai que toute la facilité à donner le produit à vendre, c'est la même chose, puisque dans l'immobilier, on donne sa maison à vendre, on veut se débarrasser, on veut pas se prendre la tête, on fait affaire à des professionnels. Là, c'est un peu le même cas, on veut passer par des professionnels de l'automobile. Alors, vous avez monté un réseau avec une ambition pour 2025. J'ai lu à peu près une centaine en tout cas de revendeurs, si je vous, en tout cas, je sais pas, concession, voilà, qu'on peut appeler. Vous en êtes où aujourd'hui? 102. Voilà. Actuellement. C'est vous avez cassé les objectifs, vous pouvez arrêter. L'objectif en France métropolitaine, il est de 150. Il est de 150 en France métropolitaine et en Belgique aussi, parce qu'on parlait de la Belgique tout à l'heure. On a 3 points de vente installés, on a 3 qui sont signés, donc on continue le développement sur tout le Benelux. Pourquoi ça fonctionne? C'est quoi ce modèle? Parce que c'est quoi? On se sent en sécurité peut-être. Il y a de la sincérité. Pourquoi ça fonctionne? Je pense qu'il y a plein. La recette, elle est conçue de plein de choses. Alors la première, c'est un gain de temps, parce qu'aujourd'hui on vit à 300 à l'heure quand même, donc il faut avoir le temps de prendre les photos de sa voiture. Alors nous, aujourd'hui, on utilise énormément l'intelligence artificielle, donc on fait des photos en IA n'importe où en France, dans n'importe quelle concession. On fait la photo. Elle a le même cadre, donc elle a un cadre qui est spécifique à nos concessions. Avec c'est très épuré, c'est très luxe. Donc, faut prendre des photos, faut nettoyer la voiture, faut avoir rendez-vous pour le temps d'avoir des rendez-vous pour présenter la voiture. La dangerosité, parce qu'on a un ADN très premium. Demain, vous avez une belle voiture, avec tout ce qui se passe, vous avez un peu peur d'amener les gens à la maison. Si vous allez sur un parking, vous avez peur de vous faire voler. Là, on est dans des concessions physiques. Il y a toujours 3-4 vendeurs dans la concession. Donc, si vous préférez, on est un gage de qualité pour les personnes. On les accompagne et puis au final, ils s'occupent de rien et nous, on s'occupe. Et ils ont l'assurance de la vente surtout. Tout à fait. Et vous vous êtes diversifié parce que vous êtes passé, on va reprendre l'expression un peu triviale, de l'agence immobilière de l'automobile maintenant en fabricant avec la Simplici S1. Alors c'est une toute petite voiture électrique qu'on peut conduire à partir de 14 ans. Comment est née l'idée? Comment ça s'est fait? Parce que passer d'agence immobilière
entre guillemets, constructeur automobile, c'est deux salles, deux ambiances. Exactement. Alors le terme c'est agence automobile, on a un terme qui existe. C'est ça. C'est devenu agence automobile, donc c'est notre métier. En fait c'est simple, je me suis dit à un moment donné, j'ai commencé donc en 2011, en 2015 je suis rentré en franchise et en 2015 j'ai lancé après Simplicicar, Simplicibike. Donc c'était le même projet mais pour les deux roues. Donc on a diversifié avec les deux roues, on a fait Simplicilise après pour la location longue durée. Je me suis dit j'ai un réseau aujourd'hui sans agence, il y a certaines marques, si on prend Volvo, si on prend Bentley, Ross ou plein d'autres marques, n'ont pas autant de points de vente, ils ont 30, 40 points de vente dans la France. Donc quand on commence à avoir 100 points de vente, on devient solide. Et en plus, on a un maillage qui est territorial, à part les dom-tom aussi, où on est en Guadeloupe à La Réunion, je les salue. Donc voilà, on a tout ce maillage qui existe. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement faire en sorte de rajouter encore un service? Et ben, il y avait la Citroën Ami qui est arrivée il y a quelques années, qui a brillé sur toutes les villes de France. Et j'ai analysé un peu le marché, je me suis dit la voiture est très spartiate, mais aujourd'hui les jeunes qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir Spotify, ils veulent une caméra de recul, ils veulent avoir la même voiture que papa et maman, donc si on a une Smart, avoir un équivalent, mais en sans permis. En plus cool. Exactement. Et aujourd'hui la Simplici c'est ça, c'est qu'elle a des vitres électriques, elle a une caméra de recul, elle a tout un Media Center où on peut télécharger les applications, on peut avoir YouTube, des feux à LED, elle a des couleurs sympas comme les couleurs des voitures de sport, et elle a une autonomie de 100 km qui était un peu le défaut de la Citroën Ami qui en faisait 60. Et tout ça pour quasiment le même prix. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui cette envie d'avancer, de pouvoir justement la voir rouler dans toutes les routes de France. Le développement d'un produit comme cette petite voiture, c'est combien de temps? Parce que il vous a fallu quand même un peu de temps pour le design, par exemple. Elle a un design un peu particulier. Combien de temps on a pris? Quasiment un an. Alors j'ai la chance d'avoir un associé qui habite en Chine, Cyril, que je salue aussi, qui est lui là-bas, qui s'occupe de toute la partie développement de la voiture, les usines. Donc voilà, ça a été un an où on a commencé à sourcer, entre le moment où on a sourcé les usines, le moment où on a dessiné le modèle avec eux, on a changé beaucoup de choses parce que le modèle existait déjà et on l'a européanisé, on l'a rendu un peu plus cool, un peu plus fun avec des couleurs comme le rose fuchsia, comme le gris un peu nardo de chez Audi, le blanc, voilà, toutes ces couleurs-là. On a travaillé, on a une V1 qui est arrivée en France, on a fait une première présentation en juin 2024 et après en janvier 2025, on a eu la deuxième version où on a fait toutes nos améliorations et qui aujourd'hui roule dans certaines villes de France. Et elle a des avantages, notamment son coffre, sa recharge, etc. Exactement, elle a un coffre qui fait 450 litres si je me trompe pas. Donc on l'a présenté au Mondial de l'Auto, la V1 en octobre. Et c'est vrai qu'on a eu un double effet. Nous, notre cible au départ, c'était les jeunes. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une autre cible qui existe. Ce sont les seniors. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les seniors, ils sont embêtés. Ou les très urbains aussi. Alors les très urbains, mais surtout les seniors, parce qu'en fait, ils ont le permis. Mais quand ils roulent, tout le monde leur klaxonne, on les embête et du coup ils accélèrent, ils freinent, ils savent plus trop où ils sont et c'est dommage parce que ils ont envie encore d'avoir cette mobilité pour exister et ils sont beaucoup venus sur le salon parce que la première chose c'est qu'ils ouvraient le coffre, on peut mettre le chien, il y a 400 litres alors que sur la Ami il y a pas de coffre. Et voilà, on comparait beaucoup ce qu'il y avait et donc du coup on a aussi cette clientèle qui est vachement intéressante. Après on a aussi les loueurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur permis tous les ans, je crois que c'est 70 000 et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que il y a des sociétés, des startups qui sont montées, qui louent ces voitures là, comme c'est du court terme en général les permis c'est 3 à 6 mois qu'on a... Le temps de faire son stage de récupération de points, etc. Ça. Et en fait, il y a des nouvelles sociétés qui louent les voitures et donc on a été super intéressés parce que le format est bien. Et l'intérêt aussi, c'est qu'un commercial qui a besoin de se déplacer, qui a plus de permis malheureusement, bah là, il a un grand coffre, il peut mettre ses articles, il peut se déplacer et puis voilà. C'est un marché qui explose un petit peu, la petite voiture électrique. Comment on s'y retrouve? Comment on arrive à trouver son chemin? Après, c'est comme dans tout, vous avez des très hauts de gamme, vous avez des voitures sans permis qui coûtent quand même 20 000, 22 000 euros. Vous avez justement la Citroën Ami qui a démocratisé tout ça parce que, à la base, si on revient en arrière, il y a 10-15 ans, la voiture sans permis, quand même aujourd'hui. C'était la voiture qui vibre, qu'on entend à 400 km, qui était carrée, qui était pas jolie, il y avait rien dedans, tout tournait avec. Tough. Et ça coûtait très cher. Donc ça a été la voiture sans permis qu'on a tous connue. Et après, Citroën est venu avec de la mobilité et en plus écologique avec de l'électrique. Donc petit moteur, et là ça a été le boom et tout le monde est arrivé et puis on a tous surfé sur cette vague. Donc il y en a qui ont des produits très très chers, des marques existantes comme l'IG Exam qui sont françaises, qui font ça depuis longtemps mais qui aussi ont des coûts qui sont beaucoup plus élevés puisque tout est fabriqué en France. Et après il y a ceux qui arrivent comme nous qui essayons de prendre quelque part de marché. Et on peut l'avoir soit en leasing à un prix X, Y, vous allez nous en parler, ou l'acheter comme on achète une voiture standard. Son prix c'est 9 480 €.
Donc livré en France TTC dans toute la France. Donc ça, c'est le prix qui est moins de 10 000 € pour ce véhicule-là, avec toutes les options déjà intégrées. Et après, vous avez une possibilité en location longue durée aujourd'hui qui est à 150 € par mois, avec un petit apport qui doit être de 1 500 € ou 2 000 €. J'ai plus en tête parce qu'on vient de sortir l'offre. Mais voilà, c'est à peu près ça. Pour moi, c'est 2 500 €. 2 500, bah voilà, vous avez 2 500 €. Et on a une offre C2E aussi, puisqu'il y a aussi... C2E. Alors C2E, il y a plus de bonus écologiques sur les voitures électriques, mais il y a des offres C2E. Les C2E, c'est toutes les sociétés qui polluent. C'est les pollueurs, c'est Total, tout ça, qui ont des certificats, qui ont des budgets. Comme elles polluent, il faut qu'elles achètent des certificats pour se racheter un petit peu, entre guillemets, une conscience. Et sur une Simplici, on est autour de 200 € de remboursement de primes C2E qu'on récupère. C'est comme la pompe à chaleur, mais c'est pour les voitures. Exactement. Voilà, c'est la même facilité. Il y a ma prime Rénov et C2E, mais ça fonctionne aussi pour les voitures. Aujourd'hui, ça veut dire que vous allez garder celle-ci. Vous imaginez déjà peut-être des looks un peu différents à l'avenir, ou pour l'instant? On a commencé avec la S1, S2, S3, S4, S5. Donc on va pouvoir. C'est assez cohérent. On va pouvoir changer la gamme. 40 secondes sur la recharge. Aujourd'hui, est-ce que la batterie, ça se passe exactement comme une voiture classique? Alors c'est un peu plus long. Même si c'est une voiture classique. C'est un peu plus long, on a 6h30 à peu près de charge complète. Vous n'avez pas de charge rapide sur ces voitures-là parce qu'il faut comprendre qu'il y a de la réglementation. Pour qu'elles soient sans permis, il faut qu'elles pèsent moins de 450 kg sans les batteries. Donc c'est compliqué. Donc on a des batteries qui fonctionnent très bien. On a 100 km d'autonomie parce que c'est quand même pas mal. C'est énorme. Mais on a une charge qui fait à peu près 6h30 sur prise classique. Eh bien voilà, en tout cas, elle s'appelle la Simplici S1. Voilà. Vous la voyez d'ailleurs en photo pour ceux qui nous regardent via YouTube ou tous les canaux vidéo. Elle est chou, hein, elle est vraiment chou cette petite voiture. Merci beaucoup Yoni Dayan d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça s'appelle Simplici Car, vous pouvez aller voir sur leur site internet, il y aura tout, même toutes sortes de mobilité. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on va vous parler vélo, et puisque ça aussi c'est une belle innovation, ils seront avec nous, ça s'appelle les ateliers Heritage Bikes. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et avec nous, pour en parler, la Banque des Territoires, Claire Fonade est avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice d'investissement département transition écologique pôle mobilité. En 3 mots, c'est quoi la Banque des Territoires ? Bonsoir Cécile, bonsoir Jean-Marie, merci de m'accueillir. Alors 3 mots, vous êtes difficile, hein. 3, alors donc c'est une banque de développement. J'y suis, banque de développement ou banque à impact, voilà pour les 3 mots. Autrement dit, la Banque des Territoires, c'est en fait l'un des métiers de la Caisse des dépôts. Donc on a un établissement public qui réalise des investissements directs dans des structures, majoritairement des sociétés non cotées, pour accompagner tous les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre de leurs projets d'intérêt général. Et nous sommes pilotés par 2 mesures phares, la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Oui, pardon. Oui, parce que c'est vrai que c'est logique que ce soit une de vos priorités, surtout si vous dépendez de la Caisse des dépôts, la transformation énergétique en quelque sorte, la décarbonation aussi de la mobilité. Pourquoi la Banque des Territoires a investi dans Station E ? Alors, notre accompagnement du territoire sur la transformation vers les mobilités plus vertes nous a naturellement conduit notamment à nous intéresser aux infrastructures de recharge qui sont le levier essentiel aujourd'hui. On a développé une réelle expertise sur l'investissement dans ces infrastructures. On a plus de 600 millions d'investissements et donc on est premiers investisseurs dans les bornes de recharge, les IRVE en France. Et au sein de cet écosystème, Station E présente effectivement un modèle qui nous a beaucoup intéressés puisqu'il est à la fois vertueux et innovant. Il répond doublement en fait à nos missions. Je parlais de nos 2 mesures phares d'aménagement du territoire, puisqu'il propose les solutions de bornes de recharge et également l'amélioration de la couverture mobile très haut débit avec une densification du réseau, avec des petits relais et répondre aux besoins spécifiques dans les endroits donnés. Et il présente également une bonne acceptation. Et cerise sur le gâteau, permet en outre de présenter un équilibre économique grâce à ses revenus mixtes, justement, liés aux multiservices, casiers, ma télécom et bornes, qui évitent de solliciter les subventions des collectivités
collectivités. Oui, en clair, ça ne coûte rien à la ville, c'est ça qui est intéressant. Et ça lui rapporte. Plus largement, quels sont les engagements finalement de la Banque des Territoires en faveur de la transformation écologique aujourd'hui ? Alors accélérer le basculement vers une mobilité qu'on appelle décarbonée, donc qu'elle soit verte, accessible à tous, bien entendu avec les reports modaux, c'est une des mesures phares de la Banque des Territoires. Donc aujourd'hui, il y a 100 milliards d'euros qui sont mobilisés en faveur de cette transition par le groupe sur les 5 prochaines années. C'est notre plan stratégique de transformation jusqu'à 2023-2027. Donc on l'a déjà entamé. Et donc ça concerne, là on a parlé des mobilités, mais également de l'énergie avec des réhabilitations de parcs publics et mise en place de nouveaux mix énergétiques décarbonés notamment. L'environnement pour les ressources en eau, biodiversité, l'alimentaire, tout ce qui est prévention également sur valorisation des déchets, adaptation naturellement aux effets du changement climatique et sobriété foncière. Donc voilà, c'est ces 2 éléments qui sont pour nous essentiels, transformation écologique et cohésion sociale et territoriale. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos participations telles que Station E. Mais c'est la France de demain. Beaucoup Claire Faunade d'avoir accepté notre invitation, directrice d'investissement département transition écologique et pôle mobilité de la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Sud Radio, station multiservice, vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et bienvenue dans Les Vraies Voix qui font rouler la France, toujours avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Est-ce que vous imaginez un vélo sans vitesse et sans chaîne ? Ah, bah ça. On va vous en parler. Xavier Warnier est avec nous, fondateur des ateliers Heritage Bikes. Bonsoir, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Alors, comme à chacun, on a toujours envie que vous nous racontiez l'histoire qui démarre à Annecy il y a 6 ans avec une idée assez incroyable. Oui, on a voulu casser un peu les codes de la mobilité en créant des vélos et des motos électriques vraiment fabriqués en France. Donc c'est là où ça commence déjà à être un peu particulier. Et puis en voulant mettre de l'innovation. C'est courageux en tout cas. Oui, alors moi je dirais inconscient. Ouais. On le savait pas, donc on l'a fait. Mais non, mais sérieusement, c'est une histoire qui est formidable parce qu'elle est partie. Donc là, je remets dans le contexte. On était avant le Covid, et en gros, je suis parti du constat que 99% des vélos, en fait, en France, étaient importés du bout du monde. Alors on dit, il y a souvent des marques françaises, mais elles sont assemblées en France, mais pas fabriquées en France. Et puis surtout, c'est c'est toujours la même chose. Le vélo A ressemble au vélo B, qui ressemble au vélo C. Et nous, on a voulu casser tout. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va créer les vélos de nos rêves avec de l'innovation quand il y en a besoin, avec une fabrication vraiment française, avec une durabilité, avec des engagements pour l'environnement, etc. Et puis voilà, c'est parti. Et puis il y a eu un grand succès parce que je pense qu'on est arrivé avec une offre complètement différente. Alors nous, on est plutôt sur des clients qui sont ni cyclistes ni motards vraiment à la base, et qui viennent chez nous, en fait, qui passent au vélo ou à la moto, parce que on propose une offre différente qui leur ressemble plus. On est dans les codes de l'automobile, en fait, on va dire clairement que dans les codes vélo classiques. Voilà. Donc on est assez fiers de cette petite aventure qui effectivement a commencé il y a 6 ans maintenant. Mais pour fabriquer en France, il y a tout à créer, la conception, l'outil industriel. Comment vous avez fait tout ça ? Parce que c'est titanesque comme travail. Déjà, il faut aller chercher beaucoup d'argent. C'est vrai. Ça commence là. Et puis surtout, il faut être passionné et militant parce que sinon on n'y arrive pas. Et puis je dirais le vrai secret qui nous a sauvés dans cette histoire, c'est qu'on a assumé dès le début, dès la première minute, qu'on serait pas accessible à monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est un positionnement haut de gamme, faut le dire. C'est important. Exactement. Alors, je vais donner juste un chiffre peut-être pour faire comprendre, c'est que nous, par exemple, notre cadre de VTT, nous, en tant que fabricant, il est tout en fibre de carbone. Il nous coûte fabriquer en France 1 500 €. Si on fabriquait exactement le même avec la même qualité, etc., en Asie, il nous coûte à peu près 300 €. Donc 300 € versus 1005. Déjà, la messe, elle est un peu dite. Donc, on est forcément sur un positionnement haut de gamme. Et nous, on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un positionnement haut de gamme, mais on va offrir des services exclusifs, une qualité différente, etc., etc. Voilà. Mais sans ça, on n'y arrive pas. Alors, vous avez annoncé une innovation mondiale que vous allez nous décrire, parce que là, on passe encore un cap.
Oui. Alors, on avait déjà gagné un prix au CES de Las Vegas il y a quelques années avec Valeo en proposant le premier vélo de série, premier VTT de série avec une boîte de vitesse automatique comme sur une voiture. Ça, c'était il y a quelques années, il y a 3 ans. Et puis, là, on a franchi un autre cap. Là, on vient de sortir 4 nouveaux vélos qu'on a présentés à l'Eurobike, parce qu'en ce moment, il y a la grande messe du vélo qui se trouve à Francfort. Et ces vélos ont cette particularité, c'est qu'ils sont équipés d'un pédalier perse, qui est en fait un pédalier régénératif, qui nous permet, avec cette technologie, de non seulement récupérer de l'énergie quand on roule, donc c'est très vertueux là-dessus, et puis surtout de supprimer toute la transmission mécanique. Donc, vulgairement, il n'y a plus de courroie, plus de chaîne, plus de cardan. On a un moteur roue, un pédalier régénératif, donc au centre. Et ça envoie, il y a un fil qui relie ces deux, et ça permet d'avoir alors ça c'est la partie technique, ce qui est pas très intéressant. La partie intéressante, c'est ce que ça procure. La chose qui est absolument géniale, c'est qu'on a un pédalage naturel, on pense vitesse, qu'il n'y a plus de frottement, il n'y a plus de bruit. On supprime une pièce quand même qui est la pièce la plus fragile sur un vélo. Et puis ce pédalier régénératif, il a plein d'atouts, c'est qu'on peut aussi freiner en rétropédalant. Ça veut dire qu'on économise à peu près 75% des freins, tout en gagnant 25% de batterie. Donc en pollution, on est moins. Enfin, c'est que des avantages. Et puis ça permet aussi des formes beaucoup plus esthétiques. Enfin, voilà, c'est totalement vertueux. Et l'invention est française puisqu'elle est fabriquée donc nous, donc à Annecy, enfin à Poisy exactement, qui est juste à côté d'Annecy, et on partage les locaux avec cette start-up qui existe depuis 14 ans. Ils sont 120 ingénieurs maintenant, et ils sont assez géniaux, et on travaille complètement fusionnellement, et on est les premiers à équiper ces vélos de série. Donc les premiers clients seront livrés en juillet, donc dans quelques jours, et voilà, on est très très fiers de cette innovation parce que là pour le coup, elle est 100% française, et tous les étrangers parlent de nous. Là, à Eurobike, on est en train de faire un buzz incroyable. Parce que c'est pour une fois qu'il y a une vraie innovation qui apporte quelque chose dans le monde du vélo, c'est pas tous les jours. Il y a souvent des projets qui sortent pas. Là, au moins, là, c'est sorti. Voilà. Et ça veut dire que l'international vous regarde et éventuellement pourrait vous demander ou en marque blanche ou l'exportation de ces vélos. Nous, c'est le but. Aujourd'hui, on est sur un marché. Alors, on était à 90% français. Là, on a ouvert cette année la partie européenne. On est aussi à Dubaï, parce qu'on est sur un positionnement haut de gamme. Donc, on a des pays qui nous sollicitent plus que d'autres. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et on a encore 2 ans où on se dit qu'on va aller sur le marché américain, on est vraiment on a des grosses ambitions. On est parti tout petit, on reste tout petit parce qu'on est que 10 salariés, donc c'est pas très grand au niveau des vélos. Mais tous les gens faisaient des motos électriques qui ressemblent à des motos du futur pour bien montrer que c'est pas thermique et que c'est électrique. Nous, on est reparti sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on est reparti d'une feuille blanche en se disant, nous, les motos qui nous ont fait rêver, c'est plutôt à l'époque Steve McQueen. Et on a refait ces voilà. Bon, après, j'ai 55 ans, c'est peut-être aussi mes références. Je vois qu'on a vu La Grande Évasion. Exactement. C'était l'inspiration de notre premier vélo qui ressemble à une moto. C'était l'inspiration Steve McQueen, effectivement. La Grande Évasion. Est-ce qu'on peut avoir un tarif à peu près approximatif pour qu'on comprenne bien ? Oui, alors nos vélos vont entre 7 900 et 13 000 euros et la moto à 25 000. Donc on est légèrement au-dessus des standards du marché, mais encore une fois c'est assumé et puis il y a plein de choses derrière. C'est-à-dire qu'en fait les gens peuvent choisir leur couleur, donc éventuellement le matcher avec leur voiture. Comme ça dans le garage il n'y a pas de faute de goût. Ils peuvent choisir leur cuir, ils peuvent personnaliser. Voilà, on va très loin. On fait des livraisons à domicile, sur rendez-vous. On a un SAV premium. Enfin voilà. Il y a un service. Oui, voilà. Et on n'est pratiquement pas vendu dans les magasins de vélo. C'est ça qui est un peu différent aussi. On est vendu dans les concepteurs, dans les concessions automobiles, aussi beaucoup direct, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir voir leur vélo. Vu qu'on fabrique en France, en fait, ils ont cette petite fibre qui les anime en disant, j'achète pas qu'un vélo, j'achète un vélo qui a une âme, avec des artisans qui sont derrière, etc., etc. Merci beaucoup Xavier Warnier d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fondateur des ateliers Heritage Bikes. Vous pouvez aller voir bien entendu sur le site internet. C'est vraiment des modèles magnifiques. C'est assez spectaculaire et puis on est content parce qu'effectivement c'est français. Allez, vous restez avec nous. On continue cette petite balade après les petites voitures, un Simplicicar, voilà. Après les vélos, on va. Vous vous souvenez des 2 chevaux? Oui, des 2 chevaux et des Méhari. Oui. Et magnifiques. Et même un nouveau modèle, oui. Et vous allez voir, c'est une 2 chevaux adaptée. Notre ami Jean-Luc Moreau l'a essayé, et il est fabuleux. On va en parler dans quelques instants. Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. On en a vu des trucs beaux aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est régalé aussi. Ouais. Hein. Et puis là, on va être vintage, là, quand même, avec deux véhicules mythiques. Là, il y a une espèce de vent des années passées, mais qui continue à nous faire rêver avec Stéphane Vimez, qui est avec nous, directeur général du Méhari Club Cassis. Bonjour. Bonsoir. Merci. Oui, bonsoir. Je sais pas pourquoi je dis toujours bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Parce qu'il y a une telle image de plein jour derrière lui, c'est normal. C'est exactement. Alors, qu'on revienne un petit peu au retour, à la base de ce Méhari Club Cassis, 2 chevaux Méhari Club Cassis. C'était il y a quelle année et pourquoi cet engouement finalement pour ces 2 voitures? C'est né il y a plus de 40 ans maintenant. C'était les enfants de l'agent Citroën de Cassis qui étaient dans le cœur de village de Cassis et qui ont vite compris que la Méhari, elle avait un petit truc en plus. Ouais. Elle avait ce côté un peu fun et décalé et qui était très adapté au bord de mer. Et ce qui a fait son succès, c'est 2 choses. D'abord, c'est que c'est une voiture qui est très simple à entretenir et à réparer. Donc, au fil des années, et transmise au sein des familles, elle a pu être entretenue et maintenue à la route. Et puis aussi parce que finalement, comme pour une voiture de bord de mer, il n'y a pas eu grand-chose d'inventé de mieux depuis. Et c'est juste ça, c'est qu'elle est plébiscitée comme probablement être la meilleure voiture de plage qui existe encore aujourd'hui. C'est vrai. Alors, la semaine prochaine, il y aura Le Mans Classique du 3 au 6 juillet. Vous allez y être. Et alors, qu'est-ce que vous allez proposer là-bas, notamment avec les Méhari? Il y a un cortège impressionnant de 62 chevaux et 10 Méhari. Il y a plein de choses, racontez-nous. Alors, nous, au Méhari Club, on n'est que des passionnés de voitures, donc on peut pas rater le Mans Classique. Hein. Il y a plus de 235 000 personnes. C'est probablement un des plus gros événements voitures anciennes au monde. C'est extraordinaire. Et nous, on y va à plusieurs titres. D'abord, on arrive à quand même amener un petit peu de soleil et de sud, puisqu'on a une Eden, donc une Méhari en version électrique qui a été remis aux mains de l'organisation et qui servira pendant ces 4 jours. On y présente la Burton. La Burton, c'est un petit roadster d'inspiration anglaise, mais qui est typiquement de chez nous, puisque la base mécanique est celle d'une 2 chevaux. C'est une transformation d'une 2 chevaux en un roadster. Et comme on a que des passionnés au Mans Classique, on va leur présenter cette nouveauté. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, même si par certains, il y a certains véhicules très très haut de gamme au Mans Classique, des véhicules de collection très chers, il y a une touche très French Touch, c'est que toutes les navettes VIP sont faites par des 2 chevaux et en fait on a fédéré avec nous les clubs de passionnés et vous avez 70 à 82 chevaux qui vont sillonner pendant tout le week-end, mais de 6h du matin jusqu'à 2h du matin, les travées du circuit et qui vont amener les VIP, parfois de leur avion privé, au paddock en 2 chevaux et ça fait sourire tout le monde. C'est vraiment une communauté colossale finalement, les 2 chevaux, parce qu'on en voit parfois quand vous traversez la France en voiture, vous les croisez, tout le monde se connaît, on sent qu'il y a cette communauté qui se transmet de génération en génération en plus. C'est tout à fait exact. Alors, c'est une communauté très large. Hein. La 2 chevaux, c'est la voiture la plus collectionnée en France. Hein. Il y en a combien aujourd'hui encore? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, il y a des chiffres des immatriculations ou des contrôles techniques, mais comme tout le monde passe pas ces contrôles techniques au bon moment, donc, mais on dit qu'il y a en tout cas, il y a plus de 100 000 2 chevaux qui sont dans les statistiques d'immatriculation. Il y en a quasiment autant en Europe, parce qu'elle a eu une petite carrière à l'international chez nos voisins européens, où elle a aussi un grand succès. C'est quand même le symbole de la France à l'international. Et comme vous le disiez, elle fédère plus de 200 clubs de passionnés au travers du territoire. On a vécu il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, le grand rassemblement annuel où il y avait 2500 voitures, il y avait 15 000 personnes. Enfin, c'était le Woodstock de la 2 chevaux. Et effectivement, elle se transmet souvent de père en fils. Et c'est d'ailleurs souvent des très belles histoires parce qu'on a des gens qui viennent en famille, on a même des ados qui bricolent les autos. On dit souvent que l'automobile, c'est un peu passé de mode. Pour la 2 chevaux, c'est pas vrai. Alors, il y a une chose importante quand même. Vous avez parlé de la Burton. C'est un roadster absolument magnifique, mais vous avez gardé le 2 cylindres 602 cm3 de 2 chevaux. Et on a vu l'essai avec notre ami Jean-Luc Moreau que vous retrouvez avec Laurence Perrault. Rien que le bruit de ce moteur, c'est magique. Non?
Ouais, c'est magique parce que on a ce décalage entre la ligne qui est finalement très sportive, on est assis très bas et effectivement quand on démarre, on entend le bon vieux bruit de la 2 chevaux, donc il y a ce côté très décalé, mais finalement c'est une affaire de sensations. Je pense que Jean-Luc dans son reportage le soulignait, comme on est assis très bas, les cheveux au vent, on se prend vite au jeu et c'est une vraie voiture plaisir. Ah, il a même montré la manière de monter dedans parce que c'est une banquette arrière de 2 chevaux, on met la fesse sur la carrosserie, je vous promets, on passe les jambes au-dessus de la portière. Ah oui, on bascule et après on bascule en dessous. Quand on a un léger surpoids, j'essayerais bien, mais voilà. À mon avis, il faudra vous habituer à vivre avec, parce que vous ne pourrez plus sortir. C'est comme notre premier ministre. Beaucoup de chevaux sont rétrofités aujourd'hui. Alors, on a sur la Je rappelle, le rétrofit, c'est basculer en électrique quand vous êtes une voiture à essence. Voilà, donc nous, on a effectivement été les pionniers puisqu'on a été les premiers à homologuer un kit de conversion pour la 2 chevaux. On a quelques centaines d'autos qui circulent. Il y a toujours cette, on va dire, engouement à 2 vitesses. C'est-à-dire que les passionnés, eux, ils rejettent évidemment la solution parce que eux, ils adorent leur bicylindre. Par contre, on a des plus jeunes qui, eux, adorent le look de l'auto et de pouvoir la passer en électrique, c'est quelque chose vraiment qui les séduit. Et on essaie de décliner un petit peu tous ces plaisirs puisque, alors on l'a fait pour la Méhari. Alors, la Méhari, c'est une homologation L7E, mais c'est évidemment d'offrir l'électrique sur une ligne intemporelle. Et sur la Burton, on le fera d'ici quelques mois. On proposera aussi une version électrique de la Burton. L'idée, c'est que on laisse le choix aux gens et que, entre guillemets, tous les goûts puissent être satisfaits. Alors, en tout cas, le Mans classique, ce sera du 3 au 6 juillet et on vous y retrouvera, bien entendu, avec toute cette belle communauté. Merci beaucoup, Stéphane Ouimet, d'avoir été avec nous, directeur général du Méhari Club Cassis. En tout cas, on vous souhaite une belle randonnée et dans un instant, on va parler football avec bonsoir Emmanuel Gazi. Salut Emmanuel. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir aux auditeurs. Alors ce soir, c'est toi qui prends les commandes des vraies voix du foot. Philippe, la pression est immense. Tu mets le brassard de capitaine. Tu planeras au-dessus de l'émission. Là, il est capitaine, il est entraîneur, président de club, manager. Il est très bien entouré avec Elvin Defazio, Joseph Ruiz et Maxime Sénat toujours là. Fidèle au poste également. Et on a un programme chargé. Ce soir, 48 heures après l'annonce de la relégation de l'OL par la DNCG, on va essayer de décrypter un petit peu les raisons qui ont poussé la DNCG, le gendarme du football, à sanctionner l'OL. Et l'OL n'est pas le seul club, donc on pose la question à nos auditeurs. Le football français est-il en danger? On va faire aussi un point évidemment sur la Coupe du Monde des clubs, le match de ce soir, le choc Juve City et celui de dimanche avec des retrouvailles. Philippe, je vais pas te l'apprendre, le PSG retrouve un certain Argentin que tu dois connaître. Oui, mais pas que lui. Il retrouve Messi, il retrouve Suarez et il retrouve Mascherano, non? Les anciens potes. Alors ça s'annonce électrique, a priori. Oui, surtout que la remontada, que j'appelle autrement, tu le sais, est encore dans les mémoires au moins de Marquinhos. T'as raison. Et on pose une question encore plus large. On est un petit peu taquin dans les vraies voix du foot. Après 11 jours de compétition, est-ce que pour vous cette compétition est un flop? On pose la question à nos auditeurs sur le compte X Sud Radio et évidemment le numéro pour venir se joindre à nous et débattre, c'est le 0826 300 300. Et voilà. Bonne émission. Nous on sera là, on passait une très belle émission. On se retrouve demain à partir de 17h avec les vraies voix. Et bien sûr on remercie Maxime qu'on vous annonce dans quelques instants. Merci Justine, merci Zach, merci Félix et merci Nelly. Et passez une très belle soirée avec Emmanuel et toute son équipe. À tout de suite.